Tout ça pour arriver à l'immigration, tout ça pour arriver à notre chroniqueur mystère. Nicolas Provomonti, vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Vous venez de publier une nouvelle étude consacrée à l'immigration d'Asie du Sud-Est en France. Elle est incroyable. Elle souligne beaucoup de sujets tabous. On marque une pause et on revient sur ce sujet. Nicolas Provomonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, chroniqueur mystère ce soir. Vous êtes bien, ça va, tout va bien? Parfait. À côté de Mathieu Bocoté, tout va bien? Je suis subjugué par Mathieu. Ah oui, L'éminent sociologue. Depuis hier soir, notre invité l'a appelé l'éminent sociologue. Je me reconnais. Maintenant, on se prosterne presque devant Mathieu et devant ses éditos. Mais maintenant, on va se prosterner devant vous. Je n'y prétends pas. Prosternation limitée, attention, pour tout le monde. Hein. Dieu avant tout, hein, évidemment. Alors, cette question, vous êtes documenté sur cette immigration de l'Asie du Sud-Est. Vous avez regardé un peu l'intégration exceptionnelle de cette immigration dans la société française et vous entendez ainsi lever un tabou majeur. Il n'y a pas une, mais des immigrations en France qui produisent des résultats très différents. D'abord, dites-nous en plus et dans un instant, on parlera du droit du sol. Bien sûr, écoutez, on ne peut plus dire aujourd'hui que l'immigration soit un sujet absent du débat public. On en parle beaucoup et pour des raisons légitimes et fondées. Mais c'est vrai qu'il reste une forme de gêne à avoir une approche différenciée de l'immigration, des immigrations, et notamment selon les origines géographiques de l'immigration. Ça tient à différentes raisons, notamment à un souci de ne pas vouloir essentialiser les individus en fonction du groupe dont ils sont originaires, et c'est évidemment un souci légitime. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble des constats factuels, rationnels, objectifs à notre disposition attestent qu'il y a effectivement des réalités d'intégration très différentes selon l'origine migratoire des populations immigrées. Et de ce point de vue-là, le cas de l'immigration d'Asie du Sud-Est est vraiment symbolique. D'abord, ce qui est frappant dans cette immigration, c'est le très haut niveau d'intégration économique. C'est-à-dire que ces immigrés d'Asie du Sud-Est, ils ont un taux de chômage de l'ordre de 3%. C'est 4 fois moins que la moyenne des immigrés. Et c'est même 2 fois moins que les Français sans ascendance migratoire. Donc il y a un taux de chômage plus bas que la population native. Si on prend à l'inverse la part de ces immigrés qui sont en emploi, on se rend compte que 75% de ceux qui sont en âge de travailler occupent un emploi. À titre de comparaison, c'est 20 points de plus que chez les immigrés originaires d'Algérie, par exemple, qui sont les plus nombreux aujourd'hui. Évidemment, ça a des implications dans tout un tas de domaines. Notamment, ces populations sont amenées à moins recourir aux dispositifs de solidarité qui existent dans notre société. Pour ne prendre que l'exemple du logement, on a seulement 14% des immigrés d'Asie du Sud-Est en France qui vivent en logement social. C'est 3 à 4 fois moins que les immigrés originaires du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne. Ce qui est d'autant plus notable, c'est que c'est une immigration qui est globalement peu qualifiée, avec des niveaux de diplôme assez bas et un niveau de maîtrise du français parmi les plus faibles quand elle arrive. Mais en l'espace d'une génération, ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'être déjà très intégré sur le marché du travail, mais en tout cas, en l'espace d'une génération, on passe d'une immigration avec les niveaux de qualification les plus faibles, mais déjà une très bonne intégration économique, à des descendants d'immigrés. C'est la deuxième génération originaire d'Asie du Sud-Est qui compte l'une des plus fortes parts de diplômés. 38% des enfants d'immigrés d'Asie du Sud-Est ont un diplôme supérieur à Bac+2. C'est 10 points de plus que les Français sans ascendance migratoire. Donc là aussi, une surperformance par rapport à la population native. Et seulement 6% d'entre eux n'ont aucun diplôme. C'est 3 fois moins que la moyenne des descendants d'immigrés. Évidemment, il y a un facteur explicatif majeur à cela, ce sont les structures familiales. Et les structures familiales propres à cette immigration, avec une très forte confiance dans les institutions de la société d'accueil, et notamment dans le système scolaire, un très fort investissement parental dans la réussite éducative, un niveau d'endogamie assez faible aussi. L'endogamie, c'est le fait d'épouser quelqu'un de la même origine migratoire que soi. Le taux d'endogamie des descendants d'immigrés de cette origine est le plus faible de toutes les origines migratoires extra-européennes. Et ce qui pose question, c'est que malgré ces constats éminemment objectifs, c'est une immigration aujourd'hui qui est plutôt en recul en France. C'est-à-dire qu'il y a moins d'immigrés originaires d'Asie du Sud-Est aujourd'hui dans notre pays qu'il y en avait durant les années 2000, alors que dans le même temps, la population immigrée au total a augmenté de 40% depuis 2006. La population immigrée originaire d'Afrique subsaharienne a doublé. Celle originaire du Moyen-Orient a doublé. Et tout ça renvoie à un constat qui méritera un jour d'être traité politiquement. C'est que dans l'état actuel de notre droit, la France n'a plus les moyens de choisir son immigration et notamment de la choisir en fonction de trajectoires d'intégration qu'on sait être très différentes sur plusieurs générations. Ce sera un sujet qui méritera d'être abordé par les responsables en question.
Très intéressant. Et pourquoi, pardonnez-moi, hein, une petite question subsidiaire, pourquoi cette immigration baisse, on va dire, caricaturons, permettons-nous la bonne et la mauvaise immigration, celle qui s'intègre, celle qui a une excellente intégration économique ou pas, pourquoi cette bonne immigration, entre guillemets, je dis bien, diminue? Alors il y a deux raisons à ça. Il y a des raisons propres au pays d'origine en question, c'est-à-dire qu'on parle du Vietnam, du Cambodge, du Laos, qui sont des pays qui se portent plutôt bien économiquement, qui ont une forte croissance, donc il y a aussi une moindre incitation à partir. Mais il y a aussi des facteurs propres à notre politique d'immigration. Typiquement, en France, on a très peu d'immigration de travail. Dans les chiffres de l'immigration qui sont parus la semaine dernière, on avait seulement un titre de séjour sur 6 qui était pour motif économique. À l'inverse, sur 15 ans, 2005-2020, on a reçu l'immigration la plus largement pour motif familial de toute l'Union européenne. Et ça se retrouve aussi dans les origines géographiques de cette immigration qui est en France la plus largement originaire du continent africain. On a des phénomènes de diaspora en lien avec un certain nombre de pays africains à forte démographie qui nourrissent ce type d'immigration pendant que d'autres se tassent. Petite question sur les Philippines, les Philippins, eux aussi, ils s'intègrent bien? Alors, on a moins de données sur eux. Pardon, pardon, je dis ça, ce sont des questions subsidiaires, mais c'est parce que souvent on entend ça un peu, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de données, enfin, comme vous dites, il n'y a pas de données officielles, mais on entend ça dans la rue, on voit que les nounous sont philippines, on voit les Parisiens qui cherchent des nounous originaires des Philippines pour leur sérieux, pour leur capacité d'intégration, pour leur force de travail. Est-ce que là aussi vous avez des chiffres, pardon? Alors, là, on parle d'une population immigrée qui est quand même beaucoup plus restreinte en volume aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de Philippins que de Vietnamiens. Oui. Donc il n'y a pas vraiment de données spécifiques sur ces populations. Mais on peut supposer que les grands constats qu'on a faits sur les structures familiales du Vietnam ou du Cambodge peuvent s'appliquer au moins en partie à l'immigration philippine qu'on peut recevoir en France. Pardon, j'avais beaucoup de questions subsidiaires. Abordons l'autre sujet, le droit du sol, puisqu'il est revenu en force dans l'actualité ces dernières semaines. On a fait un très beau dossier avec Charlotte Dornelas la semaine dernière. On va revenir dessus, parce que par Mayotte, on en a parlé, et ensuite peut-être pour l'ensemble du pays, et François Bayrou a appelé à un débat. Donc c'est le droit du sol pour avoir l'accès à la nationalité française. Différents responsables se sont prononcés pour, d'autres contre. Qu'en est-il vraiment sur le plan des chiffres notamment? Qui est vraiment concerné aujourd'hui? Alors peut-être pour rappeler ce qu'on entend en France par le droit du sol, parce que ça a une définition différente selon les pays. Oui. Dans notre contexte, ça renvoie à l'acquisition automatique de droits à 18 ans de la nationalité française pour les jeunes qui sont nés en France de parents étrangers, qui sont en France à leur majorité et qui ont eu leur résidence habituelle en France pendant au moins 5 ans, entre 11 et 18 ans. C'est le critère qui est fixé par la loi. On peut anticiper avant même 18 ans l'acquisition de cette nationalité quand on remplit déjà les critères. Il faut simplement faire une déclaration à l'administration. On parle de volumes qui sont non négligeables. Au total, depuis l'an 2000, il y a 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française. Et sur ces 3 millions de personnes, un peu plus de 700 000 l'ont fait dans le cadre du droit du sol. À côté de ça, on a environ eu 500 000 acquisitions par mariage et 1 500 000 naturalisations par décret. Donc là, c'est une procédure qui n'est pas automatique, avec des critères à remplir et qui relève par ailleurs de la décision du politique. Cette part du droit du sol, donc c'est un quart du total des acquisitions depuis l'an 2000, et c'est même plus sur la dernière année dont on dispose, en 2023, c'était plus d'un tiers, 35% des acquisitions de la nationalité en 2023 relève du droit du sol, ce qui a évidemment des implications fortes en termes politiques, parce que, j'y reviens, on parle d'une acquisition de droits sans aucune vérification des critères d'intégration, y compris de critères parmi les plus élémentaires, du type absence de condamnation pénale grave. Tout cela n'est pas vérifié, et ça n'est pas le fait de ne pas avoir ce type de condamnation, par exemple, n'est même pas un critère à ce stade pour être finalement privé de ce droit automatique à la nationalité française. Et ça a évidemment des implications volumétriques d'autant plus fortes que le droit du sol en lui-même génère d'autres acquisitions de la nationalité par capillarité, si je puis dire. Pour prendre un seul exemple, les frères et sœurs des personnes qui ont acquis la nationalité française par le droit du sol ont à leur tour le droit de devenir français, même si elles ne sont pas nées en France, sous réserve d'un nombre de critères relativement restreint. Et là, vous voyez, ces acquisitions-là, les frères et sœurs des personnes qui sont devenues françaises par le droit du sol ne sont pas comptés dans les 700 000 acquisitions que je vous délivrais. Et on pourrait multiplier les exemples, et peut-être un autre cas de niche un peu bizarre de notre droit de la nationalité, c'est l'acquisition de la citoyenneté française par les mineurs non accompagnés, les MNA, dont on a beaucoup parlé ces dernières années. Aujourd'hui, un mineur non accompagné, un mineur étranger isolé en France, a le droit d'obtenir la nationalité française avant ses 18 ans, s'il a été pris en charge au moins 3 ans par l'aide sociale à l'enfance, ce qui est fait systématiquement quand les personnes sont reconnues mineurs non accompagnés. Et donc on perçoit tout le potentiel d'appel d'air que peut avoir le droit de la nationalité lorsqu'il est aussi large et inconditionnel.
Mais le droit du sol, Nicolas Provomonti, est-il vraiment un facteur d'attractivité pour l'immigration, comme l'avancent certains élus, notamment pour Mayotte? Autre question, les responsables politiques, est-ce qu'ils ont les moyens de le réformer librement ou est-ce qu'ils sont soumis à des contraintes, par exemple au niveau européen? J'en parlais dans le titre tout à l'heure. Bien sûr, écoutez, aujourd'hui, l'attractivité migratoire du droit du sol, elle ne fait pas de doute. Elle est documentée au niveau mondial, elle se constate partout où voisinent des États qui ont des niveaux de vie et des niveaux de développement très différents. C'est les femmes latino-américaines qui vont accoucher aux États-Unis, ce sont les femmes comoriennes qui viennent ou tentent de venir accoucher à Mayotte. Il y a eu de ça 4 ans une étude menée au niveau mondial par trois chercheurs qui étaient Bain, Machado et Ruisen, qui sont des économistes, et qui ont pu établir au niveau mondial que la facilité d'accès à la nationalité dans le pays d'accueil fait partie d'un ensemble de facteurs qui jouent dans le choix du pays de destination parmi les immigrés qui ont choisi de quitter leur pays. Donc cette attractivité, elle est documentée. Et pour ce qui est des contraintes qui pèsent en la matière sur nos choix politiques, en vérité, il y en a très peu. C'est-à-dire que le droit de l'Union européenne ne nous impose quasiment rien en matière d'accès à la nationalité. Le droit de la Convention européenne des droits de l'homme non plus. On est beaucoup plus libre que sur d'autres sujets liés à l'immigration. Et d'ailleurs, il y a dans l'espace européen des États qui ont des régimes de nationalité très différents d'une autre. Vous allez en Italie, il n'y a pas de droit du sol en Italie. C'est ce qu'on appelle un peu improprement un droit du sang, parce que c'est plutôt un droit de la filiation, ça n'a rien de biologique. Est italien l'enfant né d'une mère italienne ou d'un père italien. Et on n'a même pas à ce stade non plus de contraintes constitutionnelles. C'est-à-dire que la Constitution dit explicitement, c'est son article 34, que c'est la loi qui fixe les règles relatives à la nationalité. Peut-être que le Conseil constitutionnel, lors d'une prochaine loi, inventera un principe à valeur constitutionnelle tel que finalement on ne peut pas le faire même si c'est écrit. Mais en tout cas, pour l'instant, cet obstacle n'existe pas. Et quand le Premier ministre invite à débattre de ce qu'est être français, c'est évidemment très louable, mais il ne faudrait pas que l'injonction à débattre soit une façon de se dispenser de décider, car il a des outils en la matière. Quel éclairage, en tout cas, très pointu. Vous revenez quand vous voulez. Hein. On va mettre une 5e chaise parce qu'on aime bien quand Gabriel est là aussi. Notre 5e chroniqueur. Surtout pas voler le siège de Gabriel. Non, on partage tout. Merci. Dans un instant, avec Charlotte Dornelas.